Salut! Aujourd'hui, on va chez nos amis capitalistes pour s'attaquer à un colosse communiste venu d'espace qui a certainement marqué l'enfance de pas mal de monde. Je veux bien sûr parler du géant de fer. Produit par la Warner qui aura lâché pour l'occasion un chèque de 70 millions de dollars et réalisé par Brad Bird, aussi connu aujourd'hui pour Les Indestructibles et Ratatouille, dont c'était le premier long métrage en 1999. Le géant de fer est adapté d'un livre pour enfants écrit par Ted Hughes, qui par l'occasion aura donné son nom au héros de l'œuvre, avec pour thème phare l'amalgame entre différence et danger. On commence par The Iron Giant, qui nous retentit en pleine face, puis on enchaîne sur Sputnik en orbite autour de notre bonne vieille planète en 57 pendant la guerre froide. Quand tout d'un coup, une capsule Science se dirige au plein dans le Maine et un Gundam sort au milieu de l'océan. C'est fini ces références de merde. Ce qui semble être le géant de fer tombé du ciel apparaît face à un bateau de pêche et le fait s'échouer malgré lui avant de disparaître. Là, c'est mieux. Le lendemain, on fait connaissance avec le héros, Hogarth Hughes, qui essaye de convaincre sa mère d'adopter un écureuil. Si elle savait ce qui l'attend, pendant qu'un pêcheur essaye lui aussi de convaincre les citoyens qu'il a cru voir un Spoutnik tomber de l'espace ou un envahisseur de Mars. C'est pas vraiment la même chose à vrai dire. Le soir, Hogarth glandouille devant un film d'horreur quand l'antenne se fait arracher du toit. Il part donc à sa recherche persuadé que c'est un coup des martiens et tombe nez à nez sur le géant de fer, en train de manger une centrale électrique. Cet idiot se coince dans les lignes haute tension, mais Hogarth le sauve de son triste sort en baissant le plus gros disjoncteur du monde. Ah, si l'électricité c'était si simple. On se rend compte que le géant de fer, malgré sa taille impressionnante, n'est pas un ennemi, mais juste un géant un peu débile qui a la dalle. Évidemment, le lendemain, un agent de la section paranormale du gouvernement débarque pour enquêter sur ces phénomènes, et Hogarth aide le géant à se cacher dans sa grange. D'ailleurs, je me demande comment personne n'a pu faire pour l'entendre ou le voir se déplacer. C'est un géant, bordel de... Hogarth essaye donc de domestiquer son géant pendant que l'agent est persuadé de faire face à une attaque de la Russie. Mais bon, je crois pas que les Russes soient capables de faire quoi que ce soit avec leur fameux breuvage. Entre-temps, le géant se prend un train dans la gueule et perd ses membres de fer. Mais bon, il a le pouvoir de se reconstituer. Ce qui est quand même de la triche, hein? Parce que... Voilà, hein? Ok? Parce que c'est de la triche. C'est pas mal comme argument ça, j'aime bien. L'agent se rapproche donc d'Hogarth pendant son enquête, mais la grange n'étant plus sûre, le géant part se cacher chez le ferrailleur de la ville. Dean, un pseudo-artiste rock'n'roll, mais fort sympathique puisqu'il accepte de garder le géant pour une nuit. De son côté, l'agent progresse dans son enquête et finit par comprendre où se planque le géant. Fallait y penser avant, un géant de fer qui mange du fer qui se cache chez le ferrailleur. Il sonne donc l'alarme et l'armée démarque, pendant que le géant se tape un trip à la Superman et débarque en pleine ville pour sauver un gosse du précipice. Les citoyens voient en lui un héros de fer. Spoiler, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant. Tu vas bien. Mais l'armée, trop sous pression, ne voit en lui qu'une attaque soviétique et l'assiège de front tel Godzilla sous l'influence de l'agent manipulateur, qui demande gentiment une attaque nucléaire au président. À force de se prendre des tirs, le géant passe en mode offensif ultra vénère avec des fusils laser à la place des poings et autres tirs plasma qui devient une machine destructrice incontrôlable. Mais bon, le missile nucléaire est lancé. Hogarth s'interpose donc face au géant et avec le pouvoir de l'amour, ce dernier se calme et s'envole dans le ciel en faisant face au missile pour s'exploser avec lui, avec des paroles touchantes doublées par Vin Diesel au sommet de sa gloire. Le géant nous quitte donc tel un super-héros. Une statue est faite en son honneur et l'armée offre un boulon du géant qui aura été retrouvé parmi les décombres. Mais bon, évidemment, le film ne peut pas finir comme ça. Le géant de fer a la capacité de se reconstituer, et au milieu de la nuit, le boulon s'active et part dans la nature en direction du reste du corps du géant, qui respawn en souriant. J'adore ce film, vraiment très peu de choses négatives à dire dessus, à part l'arrière-plan un peu trop fixe. Mais bon, c'est bien en accord avec l'époque qu'il reflète. Les cartoons des années 1950 sont dans le même esprit, alors manque de moyens, ou fait exprès, qui sait. Contrairement au Disney, il n'y aura pas de chanson féerique, et c'est...
Tant mieux! Dans un sens, le film parvient très bien à jouer avec nos émotions, par le visage sans expression d'un robot de ferraille, et c'est une sacrée prouesse. D'ailleurs, le robot géant qui développe une relation avec un enfant n'est pas sans nous rappeler le Château dans le ciel de Miyazaki en 1986, ou plus récemment Big Hero 6. Et aura d'ailleurs inspiré pas mal de dessins animés assez moyens par la suite, Robot Boy, Rusty le robot, etc. etc. Et toute la scène où Hogarth essaye de domestiquer son robot m'a rappelé quand John Connor apprend à ne pas tuer et à sourire à Schwarzy dans Terminator 2. J'adore ce film! Les compositions de Michael Kamen sont toujours au top et ça ne m'étonne en rien vu son travail sur les 101 Dalmatiens quelques années plus tôt et sur les films de Terry Gilliam. J'aime beaucoup ce film et il parle d'une chose qui marche encore à l'heure d'aujourd'hui, le préjugé et la persécution sociale. C'est un robot géant donc forcément imposant et intimidant. De plus, on ne sait même pas d'où il vient ni pourquoi. Avec tout ça, vous pouvez être sûr que pour toute la population, il sera jugé comme dangereux. Ce qui est totalement con. Ils auraient très bien pu penser autrement et le convaincre, je sais pas, moi, d'aller éradiquer les pingouins qui nous font chier avec leurs genoux qui n'ont pas. Malgré un accueil critique très favorable, le film n'atteint pas le succès espéré en salle. Ce qui est vraiment dommage. C'est à cause de vous! Heureusement, il aura eu un second souffle et est devenu culte par la suite, par son côté ni trop enfantin ni trop adulte, qui fait réfléchir sur la peur de la différence et de l'inconnu. Brad Bird a toujours réussi à bien jongler entre le visuel enfantin et les dialogues plutôt jeune adulte, qui ne tombent pas dans le stupide. Et je me demande pourquoi certains ne prennent pas exemple sur lui. Bon, c'est pas le premier film qui parle du sujet, mais ça reste un film bien réalisé. Alors, je vous conseille à toutes et à tous de découvrir ou de redécouvrir ce monument de l'animation, qui m'a accompagné durant mon enfance. Voilà, c'était Plume Noire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo, et moi je vous dis à bientôt.